Chers amis, chère Adèle, chère marraine, ce qui en anagramme syllabique donne ma chère reine, cher Alain Badiou, cher meilleur ennemi, cher Lénine, cher Roméo Lénine, pardonnez-moi, s'il vous plaît, cette défense du néolithique. Pardonnez-moi cette réhabilitation du possible, ou plus exactement, cette réhabilitation de l'impossible aussi, à laquelle j'adhère, mais à l'échelle de l'individu. C'est bon? Là? Ça va là? Alors, changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. Cette phrase absolument magnifique se trouve dans la préface que Camus rédige tardivement à l'envers et l'endroit, c'est-à-dire un texte qu'il a écrit 21 ans avant d'en rédiger la préface. Et c'est une phrase, « Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité », qu'on peut déplier à l'infini, comme beaucoup des sentences de Camus. Alors, dans la grande alternative, dans le grand partage entre les absolutistes qui veulent changer de monde et les courageux qui veulent changer le monde, Camus a depuis toujours choisi son camp. Sa thèse est qu'il aime trop la vie pour en désirer une autre. Il n'a pas assez de dépit en lui pour porter la nostalgie souterraine, secrète, d'un monde meilleur, d'un autre monde, d'un monde nouveau, d'une table rase ou d'un âge d'or. En épigraphe du mythe de Sisyphe, Camus cite Pindare, c'est la 3e Pitique. « Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. » Les vers de Pindare servent d'épigraphe au mythe de Sisyphe et décrivent en réalité parfaitement l'ambition de Camus. Le monde de Camus est sans au-delà, ontologiquement, politiquement. Le monde de Camus est sans au-delà. La question de la transcendance ne se pose pas à lui, ni en termes métaphysiques, Dieu n'est pas mort pour Camus, Dieu n'a jamais vécu, ni en termes politiques. L'idée même de sacrifier ce monde-ci à la quête d'un autre monde, d'ajourner le moment d'être heureux en pariant sur une félicité nouvelle, ou de pratiquer temporairement la violence, en se promettant qu'un jour, grâce à son geste, les humains finiront par s'aimer, tout cela lui est totalement étranger. Par champ du possible, ou champ de possible, il faut ici entendre chez Camus le chant du réel qui résiste au chant, C-H-A-N-T-S, des sirènes de l'autre monde possible. On retrouve d'ailleurs cette intuition camusienne chez Raymond Aron, quand il explique, à la suite d'une anecdote où il n'est pas à son avantage, un des rares moments de la vie où il n'a pas su quoi répondre à une question qu'on lui posait, c'était le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères qui lui demandait ce qu'il devait faire, puisque Aron venait le voir en lui disant « J'étais en Allemagne, j'ai vu les premiers autodafés ». Il lui fait un portrait apocalyptique de la chose et le type lui dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et Aron, pour la seule fois de sa vie, se retrouve démuni, il ne sait pas quoi répondre. Et il en déduit une chose que Camus ne renierait pas, paradoxalement, qui est qu'il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent, ce qu'on a tendance à tenir pour une défense de l'ordre établi chez Aron, alors que ce n'est pas tant une défense de l'ordre établi qu'une défense du réel, c'est-à-dire en matière de décision politique de ce qu'il est possible de faire. Aron et Camus passent l'un et l'autre pour des conservateurs parce qu'ils sont résolus à ne jamais délirer, parce que leurs rêves leur semblent moins vastes et moins riches que la réalité elle-même. C'est ce tropisme-là d'ailleurs qui permet à Aron d'entrevoir l'idée que le communisme comme idée a tout à gagner à ce que disparaissent les régimes qui s'en réclament. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'Alain Badiou soit étranger à cette idée-là. À la seconde, enseigne Aron, où l'idée communiste cesse d'endosser les inconvénients de la réalité, elle redevient une idée neuve. En cela, Aron et Camus dessinent à eux deux ce que j'appellerais le cercle de la raison. L'un, Aron, parce qu'il dénie à la raison humaine la possibilité de tout connaître. L'autre, Camus, parce qu'il situe l'amour et non la colère ou la haine au principe de la révolte. En somme, l'un et l'autre refusent d'oublier qu'ils ont un corps, pour le meilleur ou pour le pire. Le corps d'Aron, c'est ce qui le prive, dit-il, à jamais de connaître les fins de l'histoire, c'est ce qui le préserve du marxisme. Le corps de Camus, gorgé de soleil et d'amour et qu'il décrit complaisamment, le corps de Camus l'empêche de verser dans la haine où ses semblables de l'époque croient trouver un remède à l'injustice sans voir qu'il la perpétue de cette façon-là. De sorte que le double sillage de Raymond Aron et d'Albert Camus vous protège à la fois du dogmatisme et de la bonne conscience.
La philosophie critique de l'histoire que développe Raymond Aron et la constance avec laquelle il assume la position paradoxale de spectateur engagé, un pied dans le présent, un pied dans l'actualité, immergé dans l'histoire qu'il voudrait connaître au-delà de lui-même mais dont il sait que c'est impossible. Eh bien, le corps de Raymond Aron le guérit de la tentation de tout savoir comme de la mauvaise foi. Le paradoxe camusien d'une révolte qui culmine dans ce qu'il appelle, et j'y reviendrai, l'intransigeance exténuante de la mesure, guérit de la tentation de croire qu'on peut changer le monde en purgeant le nôtre. Le vrai cynique, ça n'est pas celui qui, comme Aron, enseigne, c'est une citation, l'essence machiavélienne de la politique tout en détestant cette essence, mais celui qui, comme Sartre, appelle au meurtre des colons et justifie, citation, le racisme anti-blanc sans jamais consentir aux conséquences de ses propres paroles. Le vrai révolté aux yeux de Camus ou d'Aron d'ailleurs n'est pas le révolutionnaire en pantoufles qui prédit l'apocalypse depuis sa cheminée et dont le fauteuil est bien calé dans le sens de l'histoire, on l'a vu tout à l'heure, mais l'intranquille sans espoir, je pensais au discours d'Adèle, mais l'intranquille sans espoir qui souffre de l'injustice sans croire pour autant qu'il en détient le remède. Il est beaucoup plus ambitieux d'empêcher que le monde se défasse que de céder à l'illusion de croire qu'on va en produire un autre. C'est peu dire donc que Camus n'est pas le partisan de l'âge d'or, l'âge du soleil lui suffit. Dans L'Envers et l'Endroit, il dit cette phrase dans la même préface, « Je suis né dans une misère que le soleil a préservé de l'envie ». C'est dans la même préface d'ailleurs qu'il dit également, c'est quelque chose qu'on lui a tellement reproché qu'il faut le citer, que la seule injustice la plus criante, celle dont on ne parle jamais, c'est l'injustice climatique entre les gens qui naissent sous le soleil et ceux qui naissent sous la pluie. Écoutez Camus, quand on est au niveau de l'eau sur le fond blanc cru de la ville arabe, les corps déroulent une frise cuivrée. Et à mesure qu'on avance dans le mois d'août et que le soleil grandit, le blanc des maisons se fait aveuglant et les peaux prennent alors une chaleur plus sombre. Comment ne pas s'identifier à ce dialogue de la pierre et de la chair, à la mesure du soleil et des saisons ? De l'âge de 8 mois jusqu'à ses 17 ans, Camus, qui était orphelin de père, a grandi à Alger, rue de Lyon, dans le quartier pauvre de Bellecour, à 2 pas d'une tonnellerie où travaillait son oncle, dans un appartement pauvre, sans journal, sans musique, sans magazine, où il n'avait pas de table pour travailler, avec une grand-mère illettrée, entre une grand-mère illettrée qui le fouettait avec un air de bœuf et une mère femme de ménage qui ne disait jamais rien. Et ils étaient tellement démunis que Camus n'avait pas le droit de jouer au foot, de peur qu'il n'abîmât sa seule paire de chaussures. Et pourtant, on ne trouve pas un seul atome de misérabilisme dans le récit que Camus propose de son enfance. Au contraire, Camus est et n'a jamais cessé d'être un enfant heureux. Car contrairement à ce qu'il se passe à Paris, où l'éclaircie n'arrive que de temps en temps et par hasard, ou à Tarbes, un peu moins chez vous, il faisait toujours beau en Algérie. Camus nageait dans une mer chaude avec des bouées de liège, flânait au soleil en regardant les pêcheurs tirer leurs filets. Camus fabriquait des cerfs-volants en queue de morue et n'a jamais mordu dans un fruit sans que le jus ne coulât sur son menton. Bref, Camus porte en lui, comme un viatique, et on est ici en pleine philosophie politique, le souvenir persistant de ce qu'il appelle un été invincible et qui l'aide à traverser tous les hivers de l'existence. J'ai vécu, dit-il, comblé des biens de ce monde. La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Alors certains, c'est-à-dire les sartriens, disent que cette histoire de beau temps est une façon commode de faire passer les pauvres pour des nantis et les bourgeois citadins pour des gens à plaindre afin de préserver l'ordre social. Or, c'est tout le contraire. Non seulement Camus détestait la misère et l'a combattue toute sa vie, mais qui plus est, Camus ne trouvait de vertu a priori que dans le dénuement, qui a 2 sens pour lui. Le dénuement, c'est le dénuement des jeunes gens qui se dénudent pour coucher avec les filles derrière les dunes. Et le dénuement, c'est aussi le dénuement des moines franciscains de Fiesole qu'une robe de bure et un crâne posé sur le bureau suffisent à combler. Seulement, Camus combattait la laideur autant que la misère. La grande trouvaille de Camus, et la raison pour laquelle, à mon avis, il était moins fou que les autres, c'est que même si la beauté ne se mange pas, elle nourrit tout autant celui qui la reçoit. L'homme, dit-il, a besoin de lumière comme il a besoin de pain, et de liberté comme il a besoin de justice sociale. Les êtres solaires sont donc, aux yeux de Camus, d'un métal particulier. Ils portent en eux, comme un secret, la matière d'un été invincible. Or, le soleil est un astre ambivalent, qui réchauffe autant qu'il tue et qui multiplie le désir autant que la folie. Aimer le soleil, écrire en solaire,
c'est se résoudre à l'imperfection de l'existence, c'est se résoudre au réel et à son ambivalence, c'est se résoudre à aimer la vie malgré elle et à trouver ici-bas la matière d'un amour obstiné, résolu, mais imparfait. Être solaire, c'est aimer le monde et se méfier des gens qui en veulent un autre, c'est chérir la vie en ses imperfections et se révolter par amour avant de le faire par haine. Sous l'effet du soleil, j'ai un peu brûlé les étapes, donc on va revenir sur tout ça. Il y a 2 grandes préfaces d'Albert Camus. Il y a la préface aux Maximes de Chamfort et la préface à l'envers et l'endroit. Dans la première préface, dont je n'ai pas le temps de vous parler davantage aujourd'hui, qui est un chef-d'œuvre à mon avis absolu, aussi belle que les Maximes elles-mêmes, Camus dit retenir du plus grand moraliste du XVIIIe siècle qu'il est fou dans la vie de se donner des principes plus forts que son caractère. Il est fou de se donner des principes plus forts que son caractère. C'est une intuition qu'il a formulée dans Noce sous l'idée qu'il n'aime dans l'existence que les vérités périssables, chose fondamentale sur laquelle on reviendra. La deuxième préface, celle de l'envers et l'endroit, est l'occasion pour Camus de défendre le monde contre ceux qui voudraient le façonner au gré de leurs désirs. Camus, là, songe à Kafka. Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Donc changer la vie, oui, mais non le monde, dont je faisais ma divinité. Est-ce que c'est la parole d'un conservateur? Après tout, c'est le même homme qui, maintes fois, se donne pour seul but face au monde comme il ne va pas, de sauver ce qui peut l'être, ou d'empêcher, dans le discours de Stockholm, que le monde ne se défasse. Or, il ne s'agit pas là de maintenir l'ordre établi, il s'agit tout simplement de préférer le réel au rêve. Camus est l'exact contraire d'un conservateur. Il est beaucoup moins conservateur que celui qui suspend le réel à son rêve, justement, et qui considère que tant que tout n'a pas changé, au fond, que rien ne change, c'est presque mieux. Et qu'il y aurait une forme de trahison à préférer la moitié de quelque chose à la totalité de rien. Camus est aux antipodes du conservatisme qui voudrait maintenir l'ordre social, comme de cette autre forme de conservatisme qui est, à ses yeux, le tempérament révolutionnaire qui, comme l'indique le nom de révolution, ne fait du passé table rase que pour in fine rétablir le passé empire. On commet souvent avec Camus l'erreur de confondre le consentement et la résignation, ou bien le conservatisme et l'amour. Voir du conservatisme chez Camus comme chez Aron est aussi absurde que d'accuser celui qui dit que 2 et 2 font 4 d'être le gardien de l'ordre établi. Camus ne se résigne pas au monde tel qu'il est. Il adore ce monde malgré ce qu'il est. Et l'amour qu'il porte au monde justifie que, hors de toute morale, sous un ciel parfaitement vide, en l'absence du moindre décalogue ou de la moindre boussole éthique, il se retrousse les manches et combatte autant qu'il peut. Ça n'est pas là la position d'un conservateur. Au cœur de ma révolte, dit-il à la fin de Noce, il a 20 ans quand il écrit ça, dormait un consentement. Or, cette phrase intervient juste après qu'il a décrit la résurrection du Christ sous la forme d'une résolution inhumaine à vivre, qui n'a rien d'une résignation, mais tout d'un consentement à l'existence, et surtout son absurdité. Ce qu'Alain Badiou appelle l'insistance imbécile du pur réel, expression, je dois dire, magnifique. Noce constitue, avec les nouvelles de l'envers et l'endroit, les tout premiers textes de Camus. Ce sont des textes de jeunesse, c'est-à-dire des textes de maturité. Est-ce d'être milliardaire en années ? Le fait est que la jeunesse, observe Camus, se distingue de l'âge adulte en ce qu'elle a, elle, les moyens d'affronter l'idée de la mort. Et l'enfance peut-être plus encore que la jeunesse. Alors que ce que nous appelons flatteusement l'âge adulte n'est que la longue suite des arrangements que nous mettons en œuvre pour éluder ce face-à-face. Nous savons tout. Nous savons tout. Nous savons que nous sommes nés par hasard dans un monde qui s'en fout et que nous y mourrons sans savoir pourquoi on est passé par là. Nous savons tout. Nous le savons déjà, ça. Mais plus nous vieillissons, plus nous nous attachons, pour cette raison d'ailleurs, à l'oublier. Jeunesse est sagesse suprême pour Camus. Nul jeunisme ici. C'est juste l'idée que la jeunesse est une esquisse, c'est-à-dire un essentiel, plus encore qu'un commencement. Les essais, il faut entendre ce mot en son sens littéral, sens montagnien, les essais de jeunesse de Camus sont une matière précieuse, c'est en eux qu'il puise ensuite la force d'affronter l'absurdité du monde et de construire l'exigence de la révolte. Par un malentendu d'ailleurs, auquel Camus lui-même n'est pas étranger, l'usage
est en général de présenter son travail selon un mouvement ascendant ou progressif en 3 cycles successifs. Alors vous avez d'abord le cycle de l'absurde, Sisyphe, Caligula, l'étranger, puis le cycle de la révolte, les justes, l'homme révolté, la peste, et enfin le cycle de l'amour, brisé dans son élan, c'est-à-dire le premier homme dont nous n'avons que des bribes puisqu'il est mort pendant sa rédaction. Alors, il est vrai que la trinité camusienne de l'absurde, révolte, amour est une trinité qui en rappelle d'autres. Par exemple, les 3 métamorphoses de l'esprit, c'est selon Zarathustra, enfin selon le Zarathustra de Nietzsche, la métamorphose de l'esprit en chameau, du chameau en lion, et puis du lion en enfant, qui vient rétablir l'innocence du devenir. On retrouve ça aussi chez Pascal, qui se rend de l'ignorance naturelle à l'ignorance consciente d'elle-même, en passant par la teinture des gens qui croient savoir, les demi-habiles. On trouve ça aussi chez Spinoza, premier, deuxième, troisième genre de connaissance. Mais il y a un malentendu là-dedans, c'est qu'on a tendance à interpréter ces systèmes de façon dialectique, à considérer en somme que, notamment chez Camus, parce qu'il a présenté les choses ainsi, la révolte viendrait nier l'absurde, au fond. Serait un acquis de l'absurde qui caducifierait l'absurde, qui le rendrait caduque et inutile, et qu'au-delà de la révolte, l'amour viendrait, lui, abolir la révolte. Or, c'est platoniser Camus, ou c'est hegelianiser Camus, c'est-à-dire c'est considérer que chaque vérité conquise abolit d'une certaine manière le trouble qui a donné le jour au désir de la conquérir. De la même manière que quand vous pouvez rendre raison des apparences, vous n'avez plus besoin d'elles, eh bien, il se peut qu'on interprète Camus en disant, voilà, maintenant qu'il a la révolte, il n'a plus besoin d'avoir peur de l'absurde. Or, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Camus ne se surmonte pas lui-même. Camus s'approfondit. Et le système de Camus, ce n'est pas absurde, révolte, amour. C'est amour, absurde, révolte, amour. Les premiers textes, L'envers et l'endroit et Noces, mettent l'amour au cœur de sa proposition, au cœur de son anti-système ou de son anti-système solaire. De la même manière, pour Spinoza, par exemple, vous voyez, quand on met la main sur ce qu'il appelle des idées adéquates, les erreurs qu'on faisait avant, qui étaient des idées inadéquates, ne sont pas caduques pour autant. Elles sont complétées, mais elles conservent la vertu d'avoir exprimé le désir de connaissance, le désir de savoir. Camus, comme Spinoza, ne s'élève pas. Ce sont des pensées qui s'approfondissent. Sa pensée de la révolte, la pensée camusienne de la révolte, prend sa source dans l'amour absurde et démesuré d'un monde dont il continue de penser à l'intérieur même de la révolte qu'il n'est pas là pour lui faire plaisir. Je le redis, Dieu n'est pas mort, Dieu n'a jamais vécu. La vie, aux yeux de Camus, ne promet rien, mais elle offre, à foison, des trésors indifférents à quiconque ne prend pas le silence du monde pour de la cruauté. L'erreur serait de voir dans le silence du monde matière à déception. En réalité, pour Camus, au commencement, il y avait tout. Écoutez-le. Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Tout à l'heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, comme tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Il faut aimer inconditionnellement un monde sans horizon ni au-delà, mais riche de sa lumière. Et il faut l'aimer séparément de l'amour qu'on n'en reçoit pas. L'amour est de première nécessité. C'est Gary qui dit « être aimé, c'est dans Gros câlin ». Être aimé, c'est bien, mais aimer, c'est de première nécessité. Et cette intuition-là, on la trouve au XVIIe siècle, quand Spinoza dit « qui aime Dieu ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour ». Formule que tous les fanatiques devraient méditer. De ce point de vue, il n'y a pas plus impie qu'un fanatique. Il n'y a pas plus impie que celui qui considère que Dieu a besoin d'un coup de main, ou que Dieu va être reconnaissant de ce qu'on fait pour lui. C'est une formulation de l'impiété. Le problème du fanatisme, ce n'est pas son excès de piété, c'est son impiété. Comme dit Nietzsche, le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est la preuve du contraire. Alors, j'en reviens à Camus. Il faut aimer ce monde. Parce que, comme dit Spinoza, qui aime Dieu, c'est-à-dire le monde, ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour. En termes camusiens, cela donne « il y a de la malchance à ne pas être aimé, mais il y a du malheur à ne point aimer ». L'amour est une mesure de l'énergie et, comme toute pensée, une question de caractère. De telles réussites sont inhabituelles et rares, ce qui est difficile est rare, mais elles ne sont pas introuvables. L'homme, Camus,
à qui il a suffi, parce qu'il a mangé des filles et des fruits, et parce qu'il est né dans une misère que le soleil a préservée de l'envie, de dormir sur une plage ou de décrire des asphodèles pour être comblé, celui-là relève d'un tempérament affirmateur, encore une fois d'un été invincible, qu'aucun hiver, fût-ce une guerre mondiale suivie d'Hiroshima, n'est en mesure d'altérer. Dans les pires années de notre folie, dit Camus, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. Il n'y a pas de dialectique chez Camus. L'humanité ne progresse pas davantage que la pensée. Nous ne trouvons chez Camus que le débordement et la rencontre avec le drame humain d'une sagesse native et solaire à qui le bavardage et la négation sont étrangers. Alors, le paradoxe, évidemment, c'est que pour ne pas se compromettre, une telle sagesse doit justement préférer le compromis, célébrer l'objection, poser des limites à la violence et tempérer la révolution par la révolte. Et pour cause. Comment penser avec la moitié du cerveau quand on a la force de consentir à tout? Dans une lettre à René Char, Camus lui dit « Vous allez plus loin que les autres, n'ayant rien exclu. » Aucune exigence n'est supérieure aux yeux de Camus que d'être et de rester un homme avec ses défauts, sa bonté, son courage et son égoïsme. La grandeur de Camus n'est pas une grandeur éminente. Nul besoin d'être un champion pour y prétendre. On la trouve volontiers sous la forme d'une vertu discrète et tranquille chez les gens les plus insignifiants. Souvenez-vous de la peste et des héros de la peste. Un médecin de campagne, un employé de mairie. Souvenez-vous des héros de la peste, ce sont de vrais héros. Camus n'a pas de mots assez tendres pour les hommes qui, dit-il, refusent la divinité puisqu'ils rejettent le pouvoir illimité de donner la mort. Ils élisent et nous donnent en exemple la seule règle qui soit originale aujourd'hui, apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité pour partager les luttes et le destin commun. Alors, il ne faut jamais oublier, c'est tout le sens de ce que je vous raconte aujourd'hui, qu'en amont de cette persévérance, j'allais dire surnaturelle, en tout cas, en amont de cette obstination à se retrousser les manches, quand bien même ça ne servirait à rien, en amont de cette inexplicable aptitude à combattre, malgré l'absence d'horizon, se trouve une décision, la plus simple du monde et peut-être la plus difficile à prendre. La décision de cueillir le fruit qui nous tend les bras au lieu de lui tourner le dos en se disant qu'un jour, ce fruit sera pourri. En amont de la capacité prodigieuse à prendre les armes pour défendre d'autres que soi dans un monde éternellement imparfait et où nous sommes nés par hasard, se trouve l'étonnante aptitude à ne pas fuir le bonheur, quand bien même le bonheur ne dure pas. Petit détour par Platon, une parenthèse, juste pour le plaisir. Souvenez-vous de la fin du banquet. Socrate, à la fin du banquet, refuse de coucher avec Alcibiade, malgré les 3 soirs où il l'invite à dîner chez lui, en faisant valoir que la beauté périssable du corps d'Alcibiade, qu'Alcibiade prétend échanger contre un peu de savoir de son maître, Alcibiade se dit, bon, je suis beau, il est laid, je suis con, il est intelligent. Je vais lui donner un peu de ma beauté, il va me donner un peu de son savoir. Ce sera, comme dirait Ségolène, du gagnant-gagnant. Citation libre. Non, enfin bon. Donc Alcibiade lui propose ce marché, et Socrate lui dit, mais mon beau, si tu as raison, tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre. Ta beauté, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'en parlera plus. Alors que la puissance de mon esprit, enfin celle que tu me prêtes, est toujours là. Donc non, on a mieux à faire qu'à coucher ensemble. On va plutôt essayer de comprendre ensemble d'où vient la beauté dont ton corps n'est que l'expression temporaire. Mieux vaut se reproduire autrement, par l'esprit et la connaissance, avec l'éternité comme point de mire, plutôt que par la jouissance. C'est donc sous la forme d'un râteau sublime qu'Alcibiade reçoit sa première leçon de philosophie, et l'humanité d'ailleurs avec lui. Or, et évidemment, il y a 2 interprétations possibles de cet épilogue du banquet, cette fin du banquet. Ce n'est pas l'épilogue, mais c'est presque la fin. Si certains trouvent merveilleux que les 2 hommes refusent de coucher ensemble pour consacrer leur énergie à des joies moins fugaces, d'autres, dont j'ai tendance à faire partie, trouvent désolante cette vision du monde qui justifie, au nom de l'amour, que 2 êtres qui s'aiment se retiennent de faire l'amour. Et Camus, évidemment, est de ces critiques-là. L'idée de ne pas faire l'amour parce qu'on aurait mieux à faire
parce que l'amour physique est sans issue, parce que ça ne dure pas, et parce que post-coitum, etc., lui semble tout à fait folle et vicieuse en vérité. Faut-il être perméable à la tentation pour céder à la tentation de s'abstenir? Faut-il être vicieux pour basculer dans l'amour platonique? Le bonheur ne dure pas, c'est entendu, mais ça n'est pas une raison pour lui tourner le dos. Le bonheur est toujours inquiet, il redoute de ne pas durer. D'ailleurs, c'est impossible d'être heureux sans qu'une petite voix vous dise à l'oreille « Dépêche-toi mon pote, ça ne va pas durer ». On ne peut pas être heureux sans se dire pourvu que ça dure. Ce qui veut dire que le bonheur est immédiatement conscient du fait qu'il est fugace et constamment inquiet de sa propre abolition. Le bonheur est périssable et donc il est inquiet, il est très vite inquiet. Il n'est de bonheur véritable qu'un bonheur qui ne se sait pas. À la seconde où vous dites « qu'est-ce qu'on est bien », c'est mort. À la seconde où vous dites ça, parce qu'immédiatement vous dites « oh, à la fin de ma cigarette, c'est terminé. À la fin de la musique, c'est terminé. Quand le soleil sera couché, c'est terminé. Quand on aura fini de faire l'amour, ce sera terminé, etc., etc., etc. » Voyez. Donc, qu'est-ce qu'on est bien? La conscience qu'on prend de son propre bonheur éloigne le bonheur. Dès que le bonheur est conscient de lui-même, il est inquiet. Quand il est inquiet, il n'est plus le bonheur. On l'envie, il nous ennuie et il s'enfuit. C'est comme ça. Alors, le problème, évidemment, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ça? Que fait-on de cette vérité périssable du bonheur? Traduction politique, que fait-on de la vérité périssable des régimes imparfaits, où nous sommes condamnés à l'inquiétude et à tempérer l'inquiétude de temps en temps par quelque bonheur? Que fait-on de cela? Le bonheur est périssable, mais précisément, dit Camus, écoutez-le dans Nos, encore une fois, il a 20 ans quand il écrit ça, il a tout compris de lui-même. Qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne soit pas périssable? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. C'est dans le bonheur, c'est dans la capacité fantastique à chérir ce qui ne dure pas, à aimer la vie au point de ne pas lui reprocher qu'elle s'achève, que Camus puise la force de ne pas avoir en politique le goût de l'absolu. C'est parce qu'il est capable d'aimer ce qui ne dure pas, qu'il ne cède jamais à la tentation confortable de rêver d'un monde sans défaut. C'est parce qu'il prend tout, et surtout l'amertume de la vie, qu'il sait ne pas vouloir un autre monde que celui-ci. Camus est plus fort que les gens qui rêvent. L'imagination lui sert de transcendance, le courage lui sert de décalogue. Le monde et ses cris de pierre suffisent à sa détermination. Camus est de la famille de Thoreau, par exemple. Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, pas l'animal, le philosophe. Il puise dans le silence inouï des choses et des êtres la force de s'insurger contre les injustices que certains hommes font à d'autres. La source vive de la révolte non seulement n'abolit pas l'absurde, mais la source vive de la révolte, c'est l'expérience de l'absurde, et c'est là que Camus est extraordinaire. D'un ciel vide, il déduit qu'il faut se battre. La source vive du prométhéisme, c'est Orphée. C'est dans le silence des choses qu'on trouve les mots pour faire vaciller les tyrans. Dans un passage étonnant de la Peste, dont certains se souviendront certainement, où lors de la représentation hebdomadaire d'Orphée et Eurydice à l'opéra municipal par une troupe qui, venue au printemps, la pauvre, s'est retrouvée bloquée à Oran, évidemment par la quarantaine, au moment exact où Eurydice échappe à son amant qui, pressé de vivre, n'a pas attendu qu'elle ait fini de gravir les marches de l'enfer pour se retourner vers elle, à ce moment désolant où Eurydice est perdue pour toujours alors que Orphée avait cru la sauver de l'enfer, eh bien à ce moment-là, l'acteur, dit Camus, soudain, se mit à avancer vers la rampe d'une façon grotesque, bras et jambes écartés dans son costume à l'antique, et pour s'écrouler au milieu des bergeries du décor qui n'avaient jamais cessé d'être anachroniques, mais qui, aux yeux des spectateurs, le devinrent pour la première fois et de terrible façon. Qu'est-ce à dire, ça? Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Eh bien, que face à la peste, quand les enfants souffrent, quand les enfants meurent, Orphée, c'est-à-dire l'image du réel qui survit à l'épreuve des mots, d'une langue céleste qui saisit les objets sans qu'ils tombent en poussière et qui dit l'indicible par la musique, autrement qu'en se taisant, Orphée doit mourir, lui aussi, source de la révolte, parce que si le grain ne meurt, évidemment, il doit mourir lui aussi et laisser le chant, C-H-A-N-T, le chant libre, à Prométhée, son alter ego combattant. La peste, c'est le silence. Après la lyre vient l'arc. Le silence est fécond chez Camus, parce qu'il porte la révolte en lui. Car le silence est amour, à l'image de sa mère,
qui ne parlait jamais, qui le regardait courir en silence sur les lattes de l'appartement du quartier Bellecour à Alger. Et la révolte est amour, ou alors elle n'est rien, ou alors, pire, si la révolte n'est pas un amour, elle est un désir de néant, déguisé en défense de l'humanité tout entière. C'est de cette manière, par un retournement littéralement insensé, que Camus exhume de la neutralité du monde, de la neutralité axiologique du monde, du fait, comme dit Nietzsche, qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, mais seulement une interprétation morale des phénomènes, eh bien c'est de cela que Camus parvient à extraire les linéaments, sinon d'une morale, en tout cas d'une éthique, qui, un peu comme le vent incline les roseaux, transforme le devoir de quelques-uns en l'affaire de tous. Je me révolte, donc nous sommes. Contrairement à ce qu'on veut croire, la révolte n'est possible chez Camus que si l'on prend la réalité pour son désir, et non l'inverse. L'homme révolté va de l'expérience à l'idée. L'histoire dégénère et prend le dessus sur la nature quand le mouvement s'inverse et que d'une protestation obscure, on passe, dit Camus, à une tentative pour modeler l'acte sur une idée, pour façonner le monde dans un cadre théorique. C'est pourquoi, ajoute-t-il, la révolte tue des hommes, alors que la révolution détruit à la fois des hommes et des principes. Camus, c'est le meilleur ami des gens qui se lèvent le matin sans être portés par un espoir ou un horizon. Camus leur donne un nom d'ailleurs. Il les appelle, ô vous mes frères, des âmes clairvoyantes qui pensent clair et n'espèrent plus. Et en cela, personne n'est plus adapté que lui à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire à cette intense fatigue démocratique dont nous faisons les frais, que d'autres pourraient appeler d'ailleurs la fin de l'histoire ou le néolithique, c'est-à-dire un régime sans horizon, un régime, la démocratie, dont la seule promesse est la reconduction d'elle-même, la perpétuation d'elle-même. Que faire d'un tel régime ? Ce sentiment-là, le sentiment que nous ne pouvons aujourd'hui lutter ou nous ne pouvons aujourd'hui souhaiter que pour un régime qui nous permette, par exemple, de dire qu'il n'est pas démocratique, ce que les dictatures ne permettent pas, nous ne pouvons lutter pour la perpétuation de ce régime, ou plus exactement, lutter pour cela, c'est lutter pour un horizon, comment dire, c'est renoncer à changer de régime, précisément. Le sens de la lutte et la difficulté de la lutte au XXIe siècle en démocratie, c'est qu'il faut se battre pour maintenir ce que d'autres ont gagné. Il faut se battre pour empêcher que la démocratie ne se défasse, malgré le fait que la démocratie n'offre qu'elle-même comme perspective, et malgré l'ennui qui va avec. De cet ennui, on peut comprendre plein de choses, on peut déduire plein de choses, notamment le désir d'halluciner le caractère dictatorial d'un pouvoir légitime et de présenter un président de la République parfaitement élu comme un monarque qu'on va bientôt décapiter, si vous voulez, que le peuple souverain viendrait bientôt décapiter. Nous ne sommes pas en 1788, on n'est pas non plus en 1938, on est en 2019 en démocratie. J'y peux rien, je suis désolé. Au fond, vous voyez, l'ennemi de Camus, c'est l'abstraction. C'est l'abstraction de celui qui ne se soucie guère des moyens qu'il emploie pour parvenir à ses fins. Ce sont les êtres abstraits qui sont capables de souhaiter la mort de quelques-uns pour le bonheur du plus grand nombre, et qui se persuadent que la mort de quelques-uns n'est qu'une concession désagréable à la conquête d'un lendemain qui chante, et qui se persuadent qu'un crime est soluble dans la pureté de l'intention de celui qui le commet. Ce sont les êtres abstraits, ce sont les êtres logiques, dit Camus, qui tolèrent le meurtre et se persuadent qu'ils tuent au nom de la vie, alors qu'ils ne désirent que la mort, et que les crimes dont ils s'accommodent ne sont pas les moyens de parvenir à un monde idéal, mais une fin en soi, commodément déguisée en moyen d'un but plus noble. Les révolutionnaires sont des tueurs dont la rage et le désir de néant empruntent les contours flatteurs d'une idée pure aux yeux de Camus. Il en va de même d'ailleurs, aujourd'hui c'est intéressant, vous avez des partisans de la non-mixité. Ils vous disent que pour lutter contre le racisme, il faut trier les gens entre blancs et noirs et réserver des salles aux noirs uniquement. Alors, on peut trouver ça contradictoire, etc., etc. Ce n'est pas la question, ce n'est pas l'objet ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que la non-mixité doit elle-même, les partisans de la non-mixité considèrent que la non-mixité doit elle-même s'abolir dans un monde où le racisme serait inexistant. C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus besoin de non-mixité. Oui, mais attendre Godot dure moins longtemps. L'idée même, outre que l'idée même montre bien qu'il y a un problème avec la non-mixité et qu'on la présente comme un dispositif temporaire, le second problème, c'est que les conditions de son abolition sont tellement irréelles, sont tellement improbables. La suppression du racisme, on peut aussi supprimer la haine, ou la maladie, ou la mort, si on veut. Donc, les conditions de son abolition sont tellement improbables qu'en réalité, la non-mixité se présente pour ce qu'elle est, une entreprise identitaire de ségrégation des individus déguisée en lutte contre le racisme.
Camus est exactement, si vous voulez, hermétique à ces discours qui justifient le pire ou qui justifient un retour de ségrégation au nom d'une abolition ultime, d'une abolition ultérieure. Alors que Sartre, lui, chante la non-mixité qu'il présente dans la préface à Orphée Noire, qu'il présente comme la promesse d'un amour universel enfin rendu à tous. Alors, ce sont donc les êtres abstraits dont Camus se méfie, des révolutionnaires, parce que l'ennemi véritable de Camus, c'est le goût de l'absolu. Le goût de l'absolu, c'est quoi? C'est une maladie plus répandue encore que la peste et qui donne pourtant à celui qui l'éprouve, celle ou celui qui l'éprouve, le sentiment d'être exceptionnel. Alors que c'est la passion grégaire par excellence. Nous avons tous le goût de l'absolu. Pas de plus, rien, aucune passion n'est plus bourgeoise, ni confortable, ni grégaire. D'ailleurs, je fais une parenthèse quand même, mais vous avez remarqué la sociologie des membres interpellés des Black Blocs? C'était intéressant, on en avait parlé à un moment, ça avait sourire tout le monde. L'un était élève de Centrale, l'autre était étudiant en anthropologie, le troisième était titulaire d'un master en droit international. Tout le monde a été assez étonné de découvrir le profil assez bourgeois des militants du Black Bloc. En vérité, c'est étonnant que ça étonne, si vous voulez. Les petits bourgeois encagoulés ne sont jamais autant petits bourgeois que quand ils jouent à la Révolution. Je veux dire, qui croit, sinon le petit bourgeois, qu'il suffit d'insulter le système pour ne plus lui appartenir ? Qui croit, sinon l'élu du grand capital, sinon l'élu du grand capital, prétend lutter contre l'injustice en démontant un McDo? Le jeune couillon qui embellit le monde en taguant un monument aux morts est de la même espèce que celui qui croit n'être pas raciste parce qu'il a des amis noirs ou des amis blancs. C'est l'espèce indéfiniment répandue des demi-habiles dont la connaissance permet de juger et dispense d'humilité. L'élitophobie dont se piquent les centraliens désaxés qui enfilent des cagoules pour casser des barrières, c'est quoi? C'est une haine bourgeoise d'elle-même, c'est une auto-piqûre d'élite qui s'excuse de connaître en flattant ceux qui ignorent. De façon générale, le désir de révolution, c'est le propre des gens qui s'emmerdent ou qui croient savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux. On s'engage sans que ça nous engage trop. On met une cagoule au cas où. On joue à cache-cache avec la police, on se grise à quitter son univers. La révolution, c'est une excursion. Yukaidi, Haïdi, Haïda. J'en reviens à Camus. Comment s'engager? Comment s'engager sans être le militant d'une seule cause, sans flatter le goût de l'absolu qui règne en despote sur les consciences et qui les conduit au nom du bonheur jusqu'à la rancune totalitaire? Comment se fait-il que les idéaux soient pervertis? Comment se fait-il que la révolution de 1917 engendre Staline et Lénine avant lui, et Trotsky en même temps? Bon. Comment se fait-il que la révolution de 1789 culmine dans la terreur? Comment préserver la révolte de la tentation tyrannique? Comment éviter que Prométhée ne devienne Staline ou Jules César ou Napoléon? Que faire quand on refuse de connaître les fins de l'histoire? C'est tellement facile, tellement confortable, tellement bourgeois de rêver le meilleur des mondes. Et c'est si difficile, à l'inverse, de, citation, refuser tout ce qui de près ou de loin fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir. La radicalité, la pensée radicale, selon Camus, est le contraire de l'exigence. Et la mesure, chez Camus, est le contraire du compromis. Si Camus donne ses lettres de noblesse au sentiment d'indignation, c'est par le refus lucide d'y répondre une fois pour toutes. Écoutez-le. Ceux qui prétendent tout savoir et tout régler finissent par tout tuer. Un jour vient où ils n'ont pas d'autre règle que le meurtre, d'autre science que la pauvre scolastique qui de tout temps servit à justifier le meurtre. Loin de culminer dans un absolu fatalement sanglant, la révolte, chez Camus, s'en prend d'abord à l'outrance des idéologues et au désordre établi. Ce qu'il faut empêcher, c'est que le monde ne se défasse sous le prétexte d'un progrès. C'est dire que l'homme révolté n'entend pas changer de monde, mais bien changer le monde, car il sait qu'il n'y en a pas d'autre. Si la révolte, pouvait fonder une philosophie, dit Camus, ce serait une philosophie des limites. Or, la révolution sans autre limite que l'efficacité historique signifie la servitude sans limite. L'homme révolté ne change pas de monde, mais il améliore le monde dans la mesure de ses moyens, plutôt René Char que Karl Marx, plutôt l'abbé Pierre que Fidel Castro. Ceux qui pensent le contraire détestent le soleil et font l'économie du commun. Le sommeil du juste, c'est intéressant, vous connaissez cette expression, il dort du sommeil du juste. C'est une expression dont Romain Gary rappelle au début de La Promesse de l'Aube qu'elle ne signifie pas du tout qu'on dort comme une souche. Si vous dormez du sommeil du juste, c'est que vous ne dormez pas.
Parce que vous êtes juste, et en cela, vous êtes perméable aux douleurs qui vous sont épargnées. Vous êtes constamment réveillé par le monde qui vient vous empêcher de dormir en vous posant d'énormes questions. Le sommeil du juste, cette intranquillité essentielle du révolté, de l'homme révolté, est aux antipodes de la bonne conscience du révolutionnaire qui, encore une fois, selon l'expression que Camus emploie à propos de Sartre, n'a fait qu'asseoir son fauteuil dans le sens de l'histoire et consent au pire par goût de l'abstraction et goût de la logique. Au lieu de céder à la tentation de l'absolu, qui est exactement l'équivalent politique du sentiment qu'il vaut mieux ne pas coucher avec Alcibiade, mais chercher ensemble la beauté véritable, au lieu de basculer dans la facilité de vouloir que tout change, ce qui permet de ne rien foutre en attendant le grand soir et de traiter de bourgeois les braves gens qui osent avoir un doute sur la date, mieux vaut passer des compromis avec le réel et considérer que la moitié de quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, est préférable à la totalité de rien. La plus haute exigence éthique chez Camus, c'est le compromis. Le compromis, ce n'est pas une concession, c'est une affirmation. C'est le résultat de la capacité de vivre au niveau de tous. Prenez par exemple l'idée de démocratie. La démocratie est toujours imparfaite, c'est entendu, et toujours assortie d'injustice. Je parle ici de la démocratie libérale, c'est-à-dire, à mon avis, la seule. Car on ne peut pas scinder la liberté. Quand on défend la liberté, on doit aussi défendre la possibilité de son mauvais usage, ou de son usage vénal, pour le dire simplement. Ça n'est pas un hasard si, historiquement, il n'existe aucun régime démocratique qui ne garantisse aussi la liberté d'entreprendre. La liberté d'expression ne peut pas être garantie sans qu'on garantisse également la liberté d'entreprendre avec les injustices qu'elle engendre. Aucune démocratie n'existe et n'existera jamais, et n'a jamais existé sans économie de marché. C'est la dot de la démocratie. Attention, l'inverse est possible. En Chine, par exemple, l'économie de marché est pensable et vécue sans démocratie. La démocratie est imparfaite, elle est pourvoyeuse d'injustice, elle est garante d'une liberté dont les uns et les autres peuvent aussi se servir pour adopter un comportement irresponsable. Défendre la démocratie, c'est défendre la liberté dans son imperfection, fût-ce la liberté d'avorter à sa guise, ou bien la liberté de se nuire si on en a envie, ou de fumer, ou encore la liberté de porter le voile, quand bien même le voile serait un symbole de soumission. Quand il est contre le burkini, par exemple, un démocrate conséquent est aussi pour cette raison contre son interdiction. On ne lutte pas contre la censure ou contre un vêtement de censeur par un régime de censure. C'est ça le compromis, assumer pleinement les splendeurs et les misères d'un régime de liberté. Et on est ici aux antipodes de la possibilité révolutionnaire de l'impossible. Prenez par exemple, les Gilets jaunes. Que dirait Camus d'un tel mouvement ? Eh bien, il suffit de prendre le début de L'Homme révolté pour s'en apercevoir, pour le lire. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Camus, reste que c'est son constat, et il apporte vraiment un élément au débat, je trouve. Il dirait que l'homme révolté, c'est ce qu'il dit au début de L'Homme révolté. L'homme révolté dit non, il s'insurge, il dit les choses ont trop duré, ça suffit comme si, comme dirait Renaud. Il dit non, mais avant de dire non, il dit oui en amont de son refus. Il y a un amour. Il le pose au début de L'Homme révolté. On se révolte par amour et non par haine. Quand on se révolte par haine ou par pure colère, on peut certes, enseigne Camus, coaliser des intérêts disparates, soudain soudés par un ennemi commun. On voit des anarchistes et des royalistes hurler ensemble et à l'unisson « à mort Macron ». Donc on voit des intérêts tout à fait disparates, soudain soudés par un ennemi commun. Mais on se prive à jamais, enseigne Camus également, quand on fonctionne comme ça, de donner corps à sa colère, de la précipiter en propositions concrètes et en revendications précises. Un mouvement dont la raison d'être, et non la cause, était de dire qu'il n'était pas entendu. J'en parle au passé. Un mouvement dont la raison d'être, et non la cause, était de dire qu'il n'était pas entendu, ne pouvait pas, sans grande contradiction, se donner lui-même de porte-parole. Mais le résultat, c'est que les Gilets jaunes n'iront pas plus loin. Ils se sont épargnés l'effort d'un projet, avec des limites, des contours, des concessions et des inconvénients, c'est-à-dire avec du réel dedans, des vrais morceaux de réalité. Ils se sont épargnés la difficulté d'un amour. Je ne parle pas du sentiment essentiel de fraternité retrouvé sur les ronds-points, ça c'est majeur. Mais ils se sont épargnés le paradoxe camusien d'un amour dont la démesure en soi-même culmine paradoxalement, politiquement, dans un éloge de la mesure, de la limite ou de la pondération. C'est sublime chez Camus. Nous sommes le siège d'un amour infini, et la traduction politique de cet amour infini, c'est la capacité que nous avons à mettre des bornes à notre désir dans l'existence elle-même et au milieu des autres, précisément par amour. De sorte que, d'un point de vue camusien, ce qui permet la résurrection sporadique chaque samedi des Gilets jaunes est aussi ce qui compromet leur transformation en véritable mouvement politique. J'attends que le mouvement donne tort à Camus.
Changer la vie donc, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. Ce n'est pas par lâcheté, ni même par indifférence que Camus répugne aux ferveurs collectives ou qu'il s'abstient de communier dans l'amour universel, mais c'est, dit-il, par une folie d'équité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait déplier cette phrase. Faisons-le un instant. Que dit cette phrase? Elle dit que, à ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond que la vie est absurde et qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient. On peut s'agiter tant qu'on veut, il n'y a pas d'autre ciel. Et en cela, il est tout à fait adapté à une époque qui, en elle-même, n'a pas d'horizon. Ça, c'est une autre histoire. À ceux qui se désolent de l'absurde, Camus répond que, bien qu'absurde, le monde est beau. À ceux qui souhaitent, par exemple, la tyrannie, parce qu'aucun homme n'est à la hauteur du bien qu'on lui veut, Camus répond qu'il faut aimer les hommes avant d'aimer les idées. Aux partisans de la haine, Camus décrit la gratitude. Aux révolutionnaires ou aux cyniques, qui sont parfois les mêmes, il suffit à Camus de montrer qu'un enfant pauvre peut avoir honte, dit-il, sans avoir d'envie. Au fanatisme ou au bon sentiment, qui sont parfois les mêmes, Camus oppose ce qu'il appelle la tendre indifférence du monde. Aux papes, aux prophètes, qui réduisent tout à l'histoire, méconnaissent la nature, justifient la violence et sacrifient la liberté à l'étal de la justice, Camus répond par l'ambition majeure d'être un homme, tout un homme, rien qu'un homme, de faire son métier d'homme en toutes circonstances et d'aimer la vie avant d'en connaître le sens, c'est-à-dire avant la mort. Aux indignés, aux sectateurs d'un autre monde possible qui s'endorment sereins sur l'oreiller des contestations incontestables et qui, pour certains, en font commerce. Les œuvres de Camus enseignent que la véritable exigence n'est pas celle du révolutionnaire, elle est le contraire de la radicalité. La solitude de Camus n'est pas celle du misanthrope. Son combat n'est pas celui du révolutionnaire, et loin de ceux dont le goût de l'absolu s'épanouit dans l'inefficacité pratique, les héros de Camus baissent rarement les bras dans la bataille qu'ils savent perdue d'avance et toujours à reprendre. C'est dans la révolte elle-même que Camus cherche la mesure. C'est par elle qu'il veut empêcher que le monde ne se défasse. C'est pas au nom du conservatisme, c'est au nom de la révolte. Et c'est au nom du courage qu'il se méfie des enragés. En fait, pour être honnête, Camus est le seul homme normal que j'ai jamais rencontré. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la plus haute exigence éthique était celle du compromis. Alors, c'est quand même un problème, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à peu près autant de différences entre Albert Camus et la bien-pensance de son temps et les bons sentiments de son temps qu'entre une chauve-souris et un oiseau. Ce que je veux dire, c'est que les chemins qu'emprunte l'évolution ou l'histoire des idées pour les conduire au même stade sont absolument disjoints et ils ne se croisent en somme que par convergence évolutive. Mais il est vrai que cette convergence a lieu. Et Albert Camus, l'homme le plus exigeant du monde, l'homme le plus courageux qui soit, qui ne nie rien de l'existence, et dans l'œuvre de qui on ne trouve rien qui nous rassure ou qui nous mente, développe une philosophie politique dont je suis bien obligé d'admettre que la traduction est hélas une culture de l'extrême centre. Camus en politique, vous savez, s'il fallait résumer, vous avez des tas de gens qui se réclament de Camus et dont le seul message en politique tient en peu de mots, c'est « oui, d'accord, mais enfin tout de même ». Si vous voulez, c'est le problème de Camus, c'est qu'il est tout à fait compatible avec le socialisme. J'entends par socialisme le parti moribond dont on assiste à la fin en France, là. Le socialisme, c'est-à-dire le oui d'accord, mais enfin tout de même. Oui d'accord, les temps ont changé, il faut de l'économie de marché, il faut baisser les impôts, mais enfin tout de même, il ne faut pas oublier de lutter contre l'injustice. Vous l'entendez, le conseiller municipal qui dit ça ? Ou alors à l'inverse, oui d'accord, il faut lutter contre l'injustice, mais enfin tout de même, il ne faut pas oublier que le moteur de l'économie, c'est la liberté d'entreprendre, etc. Ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, Camus, on peut être camusien et se donner bonne conscience, jubiler de sa propre pondération, si vous voulez, rôter en énonçant des principes tempérés. C'est tout le problème. Oui, d'accord, mais enfin, tout de même, c'est un peu la formule du lâche qui recouvre sa lâcheté en pondération. Oui, d'accord, la liberté de la presse, c'est important, mais enfin, tout de même, le blasphème... C'est dire qu'il y a peu de rapport entre l'intransigeance exténuante de la mesure, cette expression est indépassable, entre l'intransigeance exténuante de la mesure dont parle Camus et le « oui, d'accord, mais enfin, tout de même » qui sent le François Hollande ou Bayrou. Il y a autant de différences entre les deux qu'entre le métissage, sinistre, et la géniale créolisation. Mais politiquement,
c'est le même endroit. Pourquoi faut-il qu'en politique, on ait le choix qu'entre la folie révolutionnaire et le « oui d'accord, mais enfin tout de même » ? Pourquoi le monde est-il si mal fait qu'en toutes circonstances ce soit, malgré les injustices, le « oui d'accord, mais enfin tout de même qu'il faille adopter » ? Je ne sais pas, mais c'est une malédiction. Reste que, cher Alain Badiou, qui considérait, ce sont vos mots, que des phénomènes comme le goulag ou la révolution culturelle ne doivent pas nous conduire en matière de communisme à jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous qui réduisez notre démocratie à un outil de propagande du capitalisme, vous parlez de capitalo-parlementarisme, vous qui avez aussi, avant de le regretter, pris la défense de Pol Pot et des Khmers rouges, et qui voyez parfois dans la terreur une condition paradoxale de la liberté, cher Alain Badiou, Albert Camus vous dit que, et c'est une citation, « l'absolutisme historique, malgré ses triomphes, n'a jamais cessé de se heurter à une exigence invincible de la nature humaine dont la Méditerranée, où l'intelligence est sœur de la dure lumière, garde le secret. » Camus vous dit que la constance d'un effort est préférable à l'espoir d'un éclat, et que rêver de morale, quand on est un homme de passion, c'est se vouer à l'injustice dans le temps même où l'on parle de justice. Merci de votre attention.